Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, un tout petit peu de méthodologie toute simple pour réaliser un commentaire d'écoute simple. Donc je vais le faire en même temps que vous, sur une feuille papier libre, et ce qu'il va falloir que vous vous entraîniez à faire, c'est préparer chacune de vos feuilles de brouillon exactement de la même manière que ce que je vais faire maintenant. C'est un réflexe, vous allez l'acquérir au fur et à mesure du temps, on en fera tellement que de toute façon, vous mettrez, allez, même pas 5 secondes à préparer votre feuille. Voilà. Lorsque vous préparez votre feuille, la première chose qu'il faut faire, c'est introduction. Donc vous laisserez de la place et puis vous commencerez par exemple ici. L'introduction, j'y reviendrai à la fin. La première chose dont il faut que vous parliez, vraiment, lorsque vous entendez une œuvre, et qu'on va simplifier par la lettre F, c'est la formation instrumentale ou vocale. La formation instrumentale ou vocale, c'est toujours la même chose. Vous parlez des instruments que vous entendez, la voix étant un instrument. Donc, les mots de vocabulaire associés à ça sont toujours plus ou moins les mêmes. Soit vous avez peu d'instruments et vous êtes capable de les identifier. Donc, par exemple, si c'est une œuvre où il n'y a qu'un piano et un violon, vous pouvez dire « j'entends un piano, un violon ». Par contre, quand il commence à y avoir beaucoup d'instruments, je pense qu'au-delà de 4, ça va commencer à être compliqué, n'hésitez pas à employer des mots directement associés, famille des cordes, famille des bois, famille des cuivres, famille des vents, pourquoi pas, famille des percussions. Ça, d'ailleurs, ces 4 familles-là, ce sont les familles de l'orchestre symphonique. Donc, si vous entendez un gros orchestre, environ 40 à 80 musiciens, vous dites « j'entends un orchestre symphonique ». Ça suffit. Parfois, il y aura des instruments solistes, mais bon, là, c'est la généralité. Mais parfois, ce ne sera pas un orchestre symphonique, avec tous les instruments, avec toutes ces familles-là. Parfois, ce sera simplement un orchestre à cordes. Parfois, ce sera un orchestre d'harmonie. H-A-R-M-O-N-I-E. Qu'est-ce que c'est qu'un orchestre d'harmonie ? C'est souvent dans les musiques militaires, dans les musiques de jazz, les gros orchestres de jazz. Il y a essentiellement des vents, des percussions évidemment, et parfois du piano, mais bon, c'est rare. C'est vraiment, vous voyez, des orchestres qui sont faits pour l'extérieur. On peut marcher avec un orchestre d'harmonie. Vous pourriez éventuellement avoir un orchestre de percussion, pourquoi pas. Le mot orchestre est un mot assez global, de toute façon, qui veut dire que c'est un ensemble de tous ces instruments-là. Donc, soit vous énumérez les familles, soit vous énumérez les orchestres, soit vous êtes capable tout simplement d'énumérer les instruments. Ça, il faut vraiment que vous ouvriez vos oreilles pour apprendre à les reconnaître. Vous trouverez énormément de choses sur Internet, sur YouTube, diverses et variées, pour l'apprentissage de la reconnaissance des instruments. On y reviendra évidemment ensemble aussi, puisque c'est la base. Je vous l'ai dit, le F, que vous allez préparer comme ça, décline également toutes les voix que vous entendez. Je rappelle que dans la musique classique, l'opéra, les voix portent un nom bien particulier. Soprano, lorsque c'est une femme qui chante dans l'aigu. Mezzo-soprano, lorsque c'est une femme qui chante en médium. Alto, lorsque c'est une femme qui chante dans le grave. Et pour les hommes, c'est pareil, donc de l'aigu au grave. On aura ténor, baryton, basse. Donc de la plus aiguë au plus grave, je récapitule, soprano, mezzo-soprano, alto, ténor, baryton, basse. Ça ne s'applique que dans les voix, on va dire, de musique classique. L'opéra, les leaders, les chants. Si vous parlez de chansons, attention, ça fait référence à la variété, ou alors ça fait référence au chant classique de début 20e, qu'on verra parfois ensemble. Mais voilà, attention au mot chanson, parce qu'il implique vraiment certaines choses. En tout cas, s'il s'agit de musique de variété, n'importe laquelle, vous n'avez pas besoin de parler de soprano ou autre. Non, vous essayez de décrire le timbre de la voix. Vous avez des voix qui peuvent être un peu rauques, des voix qui peuvent être pures, des voix qui peuvent être défoncées, après tout, pourquoi pas. Défoncées, vous savez, quand c'est vraiment rocailleux comme ça, oui, il y a des voix comme ça. N'hésitez pas à trouver tout un tas de mots de vocabulaire, en tout cas pour décrire la voix, le timbre de voix que vous entendez. Et bien sûr, s'il y a de la voix, n'hésitez pas à trouver la langue, à le dire,
et pourquoi pas à trouver quelques mots. Ça vous aidera éventuellement à trouver un registre de langage. Si au cours d'un chant, même si c'est en anglais par exemple, vous entendez My love, I love, you're beautiful, voilà, vous risquez dans votre commentaire à dire cette chanson parle d'amour. Entraînez-vous également à reconnaître d'autres sonorités comme l'allemand, parce que ça arrive en musique classique, l'italien, il y en a beaucoup dans les opéras. Le français, normalement, ça pose pas de problème, mais attention, ça peut être surprenant, parce que souvent, quand on chante du français dans la musique classique, on le fait en roulant les airs. Donc, parfois, on ne reconnaît pas immédiatement que c'est du français. Vous pouvez trouver de l'anglais, évidemment. Plus rarement du russe, du japonais. Alors, ça arrive, bien sûr, mais je n'irai pas jusqu'à vous embêter à vous faire trouver du japonais. Parfois, il n'y a pas de langue, juste des onomatopées. Ça arrive. C'est tellement évident que vous ne devez pas oublier de le dire. Le deuxième élément que vous prendrez en considération, c'est TR. Vous voyez, c'est pas pour rien si je fais des grosses lettres comme ça que j'entoure. Là, ça vous laissera largement la place d'écrire tous les éléments dont vous avez besoin au fur et à mesure des écoutes. TR, ce sont tous les éléments liés au tempo et le rythme de façon générale. Tempo, je rappelle, c'est pas forcément le temps, alors oui, c'est le temps, mais d'une façon bien particulière. Dans chaque musique, vous trouverez une pulsation. Cette pulsation, c'est le temps, c'est à partir de cette pulsation qu'on construit les rythmes de la musique. Et cette pulsation, elle peut être plus ou moins rapide en fonction des morceaux que vous entendez. Donc, la première chose qu'il faut faire lorsque vous écoutez une musique, c'est battre cette pulsation. Soyons malins, faisons-le discrètement. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça, vous donnez la réponse au copain. Non, c'est pas le but. Faites-le comme ça, discrètement, sur votre table. Ou alors sur votre genou, sur votre cuisse, peu importe, mais en tout cas, trouvez-moi le tempo, parce que c'est très important. En musique classique, le tempo se décline selon des mots italiens qu'on a pris l'habitude au fur et à mesure des siècles de poursuivre. Donc je rappelle que lent, ça se dit lento, L-E-N-T-O. Un peu plus rapide, c'est adagio, A-D-A-G-I-O. Un tempo normal, c'est andante, A-N-D-A-N-T-E. Un peu plus vite que tempo normal, on est dans allegretto, A-2-L-E-G-R-E-2-T-O. Quand ça commence à aller vite, allegro, A-2-L-E-G-R-O. Et puis carrément très vite, vous pouvez aller jusqu'à presto, P-R-E-S-T-O. Et puis carrément très vite, prestissimo. Mais bon, si vous connaissez déjà les fondamentaux, lento, adagio, andante, allegro, c'est déjà très bien. Ça vous donne déjà des mots de vocabulaire. Et puis tout ce qui est rythme, par exemple, ça peut être des mots comme contretemps. Vous savez, la musique, ça peut être sur les temps, mais quand c'est du jazz, souvent, on est à contretemps. C'est ça qui donne d'ailleurs le swing du jazz. Si vous avez des contretemps, dites-le, notez-le. Ce qu'on appelle également des syncopes, taram, pam, papam, ce genre de rythme, tout ça, ça porte un nom. Également, lorsque vous entendez quelque chose qui se répète tout le temps, ça s'appelle un ostinato. O-S-T-I-N-A-T-O. Ostinato. Tout ça, ce sont des mots liés au rythme que vous pouvez mettre dans cette case-là. L'élément suivant, qui peut souvent déclencher aussi des choses, c'est le caractère, donc la lettre C. Le caractère d'une musique, c'est son atmosphère. Elle peut être joyeuse, elle peut être triste, mais attention, vous êtes en lycée. Donc maintenant, vous devez trouver des mots de vocabulaire plus précis. Une atmosphère douloureuse, tragique, une atmosphère poétique, pourquoi pas. Vous allez pouvoir trouver normalement dans la description une feuille qui vous donnera tout un tas de mots de vocabulaire en fonction de l'atmosphère. Ça vous aidera. Donnez un mot ou deux, ça suffit. Élément suivant à prendre en considération, c'est le genre
ou le style de la musique. Donc G, S. Attention, ne confondez pas les genres et les styles. En musique, lorsqu'on parle de genre, on va parler d'opéra, on va parler de concerto, on va parler de symphonie, on va parler de sonate, on va parler de musique de chambre. Tout ça, ce sont des genres de musique. Le style, c'est ce que vous connaissez peut-être un peu mieux, c'est style reggae, style rap, style rock, style zouk, style dancehall, etc., etc. Donc, en fonction de la musique que vous entendez, il va falloir parler d'un genre ou alors parler d'un style. La suite, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, mais également de plus passionnant. La forme, la structure, c'est la même chose, qu'on va mettre F-O-S, toujours entouré. La structure d'une musique se détermine en fait par les différents thèmes qu'on entend. Qu'est-ce que c'est qu'un thème? C'est une mélodie qui revient. Comme elle revient, il faut qu'on la mémorise. Et puisqu'elle revient, on peut noter qu'elle revient. Et du coup, vous, votre exercice, ça va être d'identifier chacun de ces thèmes. Lorsque j'entends je mets la lettre A, par exemple, sur ma feuille de brouillon. Après, ah tiens, c'est autre chose. Donc je vais le noter B. Tiens, qu'est-ce que je remarque? Le thème A revient. À partir de ça, A, B, A, C, D, etc., etc. En fonction des éléments nouveaux que j'entends, je vais pouvoir dégager une structure. Souvent, dans un commentaire, vous n'avez pas l'œuvre entière. Donc, c'est juste un extrait, un bout d'une structure. C'est toujours intéressant de le rappeler à votre lecteur, en tout cas votre correcteur. Nous n'entendons pas tout, mais par contre, voici à peu près la forme que j'ai entendue. 2 points. A, B, C, etc., etc. Sachez également que pour une œuvre complète, il y a des formes qui sont fixes, qui ont été établies. C'est-à-dire qu'on écrivait en fonction, on composait en fonction de ces formes-là. Il y a des formes simples, c'est-à-dire avec peu de thèmes. La forme binaire, A, B. La forme lead, ou ternaire si vous préférez, A, B, A. La forme strophique, on a une strophe en poésie qui se répète, donc une mélodie qui se répète à chaque fois de la même manière, comme une chanson en fait. On a également la forme thème et variation, c'est-à-dire j'ai un thème, et puis à chaque fois je crée des suites, des suites de variations, c'est-à-dire le même thème mais un petit peu différent. Alors on peut trouver des thèmes et variations avec 30 variations, 60 variations, 20 variations, 10 variations. Voilà, à chaque fois, on compose des variations sur un thème, parfois qui existe ou parfois qui est nouveau. Il y a également la forme rondo. La forme rondo, c'est l'équivalent de la forme couplet-refrain d'une chanson normale, sauf qu'on l'a en musique classique. Ces formes fixes, attention, cette fois-là, les lettres que vous entendez ne font pas forcément référence à des thèmes, mais à des parties. Donc si je dis A, B, A, c'est partie A, partie B, partie C. Enfin, partie A. C'est pour ça qu'il faut distinguer les lettres majuscules des lettres minuscules et bien dire dans le corps de votre commentaire que vous n'avez pas la forme définitive, mais peut-être un embryon de cette forme-là. Ou en tout cas, en succession des thèmes, vous avez A, B, etc. Voilà, soyez précis dans le vocabulaire. Petit rappel, il existe également une forme complexe qui est assez travaillée, assez recherchée, c'est la forme sonate. Donc il y a les formes simples qu'on a vues tout à l'heure, la forme sonate. Le dernier élément que vous pouvez prendre en considération, c'est LMDM, ou plutôt langage musical, description musicale. C'est la seule partie
où vous avez le droit de décrire ce que vous entendez, peut-être d'une façon assez libre. Description musicale, vous décrivez avec vos mots à vous, le plus précisément possible, ce que vous entendez. Par exemple, subitement, il y a des crescendos, comme un coup de tonnerre, etc., etc. Voilà. Les éléments de langage musical, par contre, ce sont des éléments qu'on a appris en cours. Voilà, des mots de vocabulaire qui sont assez précis et que, si vous reconnaissez, vous pouvez employer. Mais globalement, voilà, restez descriptif dans cette partie-là. C'est vraiment pour alimenter votre commentaire. Et attention, un dernier élément que j'ai oublié de vous donner, donc peut-être que vous pouvez mettre ici. E comme époque. Alors, l'époque, c'est pareil en histoire de la musique. On commence au Moyen-Âge, on va dire jusqu'au 15e siècle. Ensuite, on a la Renaissance. Ensuite, on a l'époque baroque, environ 1600 à 1750, la mort de Bach. Puis, on a l'époque classique. C'est tous les compositeurs comme Mozart, Beethoven, également Joseph Haydn. Donc cette époque-là, qui est très courte, c'est 1750 environ jusqu'à 1800. Ensuite, vous avez l'époque romantique, environ le 19e siècle, donc 1800 à 1900. Vous avez l'époque contemporaine, après, qui se profile. Alors, pour vous donner vraiment dans les grandes lignes, hein, il y a avant 1950 et après 1950. Les musiques qui commencent à être vraiment déstructurées, c'est vraiment l'époque contemporaine, jusqu'à être complètement déstructurée, vraiment jusqu'à aujourd'hui. Avant 1950, on parlerait, pourquoi pas, de temps moderne, tout simplement. Et voilà, nous apprendrons évidemment ensemble à reconnaître toutes ces époques-là, mais une chose est sûre, rien ne remplacera votre propre culture. Également, afin de distinguer les époques, vous trouverez en bas un lien pour écouter de la musique, tout simplement, des œuvres qui sont réputées très connues, en tout cas qu'il faut que vous connaissiez et qui vous aideront à identifier les époques. Ensuite, lorsque vous entendez une œuvre que vous ne connaissez pas, c'est plus facile de la raccrocher à quelque chose qu'on connaît soi-même. Voilà, peut-être le travail le plus intéressant que vous devez faire pour progresser en commentaire d'écoute, tout simplement d'écouter de la musique. Sans jugement, on n'est pas là pour juger, on est vraiment là pour connaître. Une fois que vous avez terminé de préparer votre feuille, elle ressemble à peu près à ça. Donc vous voyez, il y a encore de la place en haut pour écrire et rédiger votre introduction, éventuellement une conclusion, quand vous êtes sûr de vous. Elle est obligatoire normalement, mais bon, j'en parlerai tout à l'heure. L'introduction, elle doit être toujours sous le même modèle. L'œuvre que nous venons d'écouter s'intitule blablabla, blablabla. Afin de la commenter, nous parlerons de la formation, de l'époque, du tempo-rythme, du caractère, du genre-style, de la forme de la structure, si vous pouvez bien sûr, et on terminera par de la description musicale. C'est comme ça qu'on fait. Bien sûr, si vous n'avez rien dans forme structure, ne le mettez pas, ne l'annoncez pas. La conclusion, elle, c'est toujours bien de raccrocher à une problématique générale de l'histoire de la musique. Dans les problématiques générales d'histoire de la musique, c'est forcément les choses qu'on voit en cours, hein. Ça peut être par exemple la différence entre un live et un studio, entre une musique live et une musique studio. Ça peut être la perception qu'on a dans le temps de cette œuvre-là. Ça peut être la place de cette œuvre dans le temps, vous voyez, dans les époques. En fonction de ce que vous dit cette œuvre, essayez de raccrocher à l'une des innombrables problématiques qu'on soulève en cours. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, essayez peut-être d'en retenir 4 ou 5. Vous savez, des problématiques qui sont larges et qui vous permettront presque d'être réutilisées à chaque fois. Ça aussi, on en parlera en cours. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à faire le tri dans le commentaire simple d'écoute. Pour le bac, l'épreuve du bac, vous en aurez à faire. Il faut évidemment être calibré pour le bac, mais c'est encore trop tôt. Il y aura également des commentaires comparés.
Vous trouverez des méthodologies sur le commentaire comparé, mais de toute façon, on travaillera ça ensemble.